ça se matérialise. On voit pour la RDC, c'est la route nationale, projet palpable. Une grande partie financée par la BAD. Ces problèmes avec l'Europe et l'Afrique? Vous savez, il y a une manière réductrice de voir les choses, c'est d'expliquer les difficultés de l'Afrique à décoller sur le plan du commerce international uniquement du fait du protectionnisme européen. Je crois qu'il y a plusieurs autres raisons, bien que je ne sois pas économiste, je dois le reconnaître. Je sais, par exemple, qu'aujourd'hui, les dynamiques de compétition sur le plan international ont changé. Je prends l'exemple d'un pays comme l'Indonésie, qui, dans la palmeraie, l'Indonésie se place comme l'un des pays les plus grands en matière d'exportation. C'est précisément une matière dont regorge le continent africain. On prend le cas du Vietnam, qui... Le palmeraie ici, d'ailleurs, de la RDC, il faut le souligner. Bien sûr. La meilleure qualité. Voilà. Le cas du Vietnam, qui s'illustre en matière de café. Vous comprenez? Alors, cette réalité, conjuguée au fait que l'Europe garde un statisme, parce que déchirée entre deux réalités cruelles, presque. D'un côté, entrer dans la danse du donnant-donnant et savoir qu'elle va de toute façon perdre parce qu'elle a moins à donner que les autres puissances émergentes, soit alors se figer dans son point de vue au risque de perdre de plus en plus l'Afrique, qui évidemment constitue un espace de compétition pour les mêmes puissances émergentes. J'aimerais vous poser cette question. Quelle stratégie donner pour qu'il y ait aversion? Et s'il n'y a pas aversion, ces changements, qu'il y ait quand même équilibre, comme le président de la Commission européenne qui souhaite que ce soit un partenariat d'égal à égal. Quelle stratégie pour le Vous savez, lorsqu'on a célébré le cinquantenaire de l'Union africaine, je me souviens de la déclaration solennelle de l'Union africaine qui a été faite à cette occasion. Il a notamment été mis en exergue la nécessité pour l'Afrique de parler d'une seule voix. Et c'est fondamental. Ah, ça qui est difficile, l'Afrique se débloque. Parce que d'un côté, on a une Europe qui a gardé une stratégie fragmentée, que l'on peut aussi comprendre, parce que peut-on reprocher à un Croate ou à un Polonais de ne pas se sentir africain? Je ne pense pas. Sans doute ce sentiment est plus fort chez le Français, pour des raisons que l'on peut comprendre, bien évidemment. Et puis, ce sont autant d'éléments, je pense, qui expliquent que l'Europe a tendance de prendre une certaine... on a l'impression qu'il y a une distance, mais en réalité, il y a d'autres types de paramètres qui peuvent expliquer. Et de notre côté, il faut que nous puissions, en tant que continent, forger une seule voix. Une seule voix. Mais l'illustration... la dernière illustration à laquelle je pense, c'est justement le sommet dont nous parlons. Il y a des chefs d'État africains qui ont décidé de boycotter, mais d'autres, par contre, ne l'ont pas vu de la même manière. Donc, ça vous montre déjà que le continent va en désordre de bataille, même si des grands signaux... Désordre ou vision personnelle qu'a chaque État. Tous les États ne doivent pas avoir une vision d'ensemble comme si c'est pas l'Union africaine. C'est précisément là le drame, parce que sur le plan économique, l'Afrique a besoin, par exemple, d'un accord de libre-échange panafricain. Ça, d'accord. Et pour ça, il faut que nous soyons unis au niveau de la voie. Franklin Tchamala, est-ce qu'il y a des stratégies à donner pour que les Africains équilibrent cette relation? Il semble que c'est d'abord mal parti, puisqu'il y a déjà un cadre Union européenne, Union africaine, et ça, c'est le sommet Union africaine-Afrique. C'est un peu vague, ces deux concepts. Non, je pense que vous n'avez qu'à voir comment les rôles sont répartis. Les Européens se sont répartis le rôle en Afrique. Entre eux, le marché du diamant congolais revient aux Belges. Le marché du pétrole de tel pays, c'est à tel. Ainsi de suite. C'est des gens qui se sont bien répartis et donc il y a des chasses gardées pour l'Afrique. Les Européens, généralement, quand tu regardes l'ordre économique mondial, c'est des consommateurs, des acheteurs des ressources naturelles africains. Des ressources naturelles pour lesquelles eux sont acheteurs et alors garants des prix. Alors, dès l'instant où vous allez continuer votre idée, c'est qu'il y a même révolté le président ougandais Yoweri Museveni au sommet ici à l'Union africaine, disant qu'il voit très mal les cafés produits chez lui en Ouganda, partir en une ville prise en Europe et revenir 12 fois, 13 fois
plus cher. Oui, oui, mais maintenant, pourquoi est-ce que ces relations sont restées en l'état? Simplement parce que les Européens sont lents à transférer aux Africains les technologies nécessaires, les technologies qui sont à même de permettre aux Africains de transformer leurs ressources naturelles sur place et de leur conférer les valeurs ajoutées nécessaires sur place. Vous imaginez le jour où les diamants congolais seront taillés sur place. Il y aura combien de chômeurs à Anvers et en Belgique? Vous voyez? C'est ça le combat. Alors le combat ne consiste pas à continuer à se lamenter. Le combat consiste à inventer les voies de développement. Ça, c'est clair. Il s'agit d'inventer nos voies de développement. Il s'agit de réfléchir. Il s'agit d'y mettre l'intelligence. Simplement d'intelligence. Et c'est possible. Et c'est possible. C'est parce que les intelligences existent. Regardez simplement. Regardez, nous avons ici un robot qui régule la circulation routière à Kinshasa. Inventé par un jeune Congolais. Sur base de l'artisanat congolais. Il faut promouvoir les femmes. C'est Oui. une ONG des femmes qui a donné ces moyens. Mais vous avez vu combien d'Occidentaux s'y intéressaient? Combien s'y intéressent? Pourtant, c'est une invention originale. C'est pas vous taquiner. Il semble que vous, gouvernement, vous ne voulez pas en produire beaucoup. Pourtant, ça ne coûte pas trop cher. Non. 20 000 par modèle. Ce n'est pas que le gouvernement ne veut pas en produire beaucoup. Et d'ailleurs, le gouvernement est dans un processus d'une production à grande échelle de ce robot-là. Seulement, il faut pouvoir le vendre. Le vendre d'abord aux Africains et ensuite aux Européens. Mais vous avez vu combien de personnes s'y intéressaient. Ceux qui sont venus au sommet de Comesa ici n'ont fait que regarder. Ils ont primé tout le monde, sauf l'inventeur de cette création-là, originale. Peut-être que ça n'était pas dans les critères, dans les c'est possible, sommets. mais notre salut, notre développement réside dans des quêtes intelligentes de ce genre-là, sans faire beaucoup de bruit. Les quêtes de ce genre-là. Promouvoir la créativité absolument, africaine. absolument, le chef de l'État l'a dit. Ça, d'accord. Radio France Internationale, qui annonce que l'offensive contre les FDLR serait au point mort en République démocratique du Congo. Pourtant, le gouvernement de la RDC, avec la MONUSCO, s'y affaire pour mettre fin à ces groupes rebelles, les FDLR, après les M23. Il y aurait complicité du gouvernement congolais qui appuierait les FDLR. Deuxième thème de votre mission, ça fait débat. Je commence avec vous, Franklin Chamala, vous êtes de la majorité. Le gouvernement de la RDC jouerait au froid et au chaud en luttant contre les groupes rebelles et en appuyant l'FDLR, qui est aussi groupe rebelle en RDC. C'est une information totalement erronée, dénuée de tout fondement, une information sensationnelle, probablement pour se donner la conscience tranquille. Mais voyons quand même, c'est ce gouvernement ici, le gouvernement de mon pays, qui est entré en danse le premier, puisqu'il s'agit de la RDC, alors que les partenaires étaient hésitants. Je vous rappelle en passant que leur hésitation était due à quoi? Au fait que le gouvernement avait décidé d'engager le processus DDR, des éléments M23 hors du Kivu, de l'engager dans les sites du Bas-Congo et de l'Équateur. Alors que les partenaires disaient non, non, il faut les garder localement, le gouvernement de mon pays, courageusement a dit non, 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 ces gens sont des récidivistes. On ne les garde pas sur les terrains qu'ils connaissent. Nous les envoyons là où ils ne connaissent pas, pour qu'ils aillent y faire leur processus de désengagement, démobilisation et réinsertion sociale. Les partenaires ont boudé, ils n'ont pas voulu accompagner le processus, ils viennent de se résoudre à peine, contre leur gré. Parce que pour ceux qui connaissent pourquoi l'équivalent est affaire sans tout le temps, il y a toujours des mains noires, et les mains noires sont souvent ceux des partenaires, entre guillemets. Main noire dont une des mains noires peut être celle du gouvernement. C'est ce qui est il faut le prouver, il faut le prouver, il faut le prouver. Mais maintenant, voyons, mais les FDLR arrivent au Congo comment? Comment sont-ils partis de leur pays pour s'introduire chez nous avec armes et munitions, avec toutes les ressources de leur pays? Comment en sont-ils arrivés là? Et d'ailleurs, avant toutes ces choses, mais la commission du génocide au Rwanda est perpétrée au Rwanda sous la barbe de certaines puissances occidentales, accompagnées par leurs médias, les mêmes qui crient ici. Qui ont reconnu leur impuissance. Alors maintenant là, que les gens veulent transférer leur propre culpabilité, ça m'en engage que moi, sur le gouvernement de mon pays. Je dis que c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste pour un gouvernement qui se bat pour éradiquer un fléau qui lui a été exporté pour les besoins que l'on connaît. Tout le monde sait pourquoi
cette crise est entretenue dans le Kivu. Et tout le monde sait par qui cette crise est entretenue dans le Kivu. Mais dites-nous, Kagame, il y a quelque temps, il était équipé par qui? Il était financé par qui? Il a suffi que ceux qui le finançaient disent « nous ne te donnons plus l'argent » pour qu'il devienne impuissant comme il est. Mais les armes et munitions qui ont alimenté les groupes armés chez nous dans le Kivu provenaient de qui? De qui? Des mêmes qui crient aujourd'hui. Et donc nous disons qu'on nous laisse tranquille, la RDC a besoin de la paix. Son gouvernement a démontré qu'il était capable de restaurer la paix et de le consolider. Qu'on laisse Joseph Kabila restaurer la paix dans son pays. Ça, d'accord. Sa population en a besoin. Franklin Chamala. Christian Choukourou, vous êtes politologue, un acteur politique indépendant. Il y a un moment, avant que RFI dise que le gouvernement congolais serait aux côtés de FDLR, ça a été dit aussi pour le gouvernement rwandais. On a vu la ministre des Affaires étrangères réagir. Les FDLR seraient un groupe qui aide les gouvernements en place à appliquer leur politique. Je vous pose cette question des stratégies politiques. Mais écoute, ma lecture faite, je pense que cette information a été commanditée justement parce que la paix dans notre pays et dans les Kivu en particulier n'arrange pas certaines personnes. Il faut le savoir. Et j'ai toujours dit qu'il ne faut pas que cette paix que nous avons ne puisse pas nous pousser à dormir sur nos lauriers. Il y a encore du travail à faire. Il faut la consolider. Parce que l'autre camp n'a pas encore des armées. Imaginez-vous une telle information. Qui, selon vous, peut commanditer une pareille information? Mais M. Chamala venait de le dire. Ces sanguinaires-là, ces hommes d'affaires qui ont l'argent de sang. Vous savez qu'ils sont en faillite aujourd'hui. Maintenant que la paix commence à se faire sentir à l'est de la RDC. Et donc ça dérange. Vous y venez, vous avez palpé la paix dans la Tout à fait, je palpais, mais comme je le disais ici tantôt, ce que j'ai vu ne peut pas enchanter certaines personnes. Et donc, il faut pêcher à nos troubles. Il faut essayer de pousser, justement, c'est-à-dire alimenter encore une fois par ces genres de formations pour que la situation redevienne encore chaotique. Et donc... Et pourquoi ne pas seulement lutter une seule fois pour toutes, anéantir les FDLR? Ils sont localisés ici et là, avec les systèmes GMS, GSM. Je pense que le gouvernement de la République a tout un plan pour cela. Et il n'appartient même pas à la Radio France Internationale de venir nous donner des leçons en ce qui nous concerne. Eux sont là. Nous avions perdu nos proches par ces forces, ces vampires. Et donc, ce n'est pas à la RFI de nous dire que le FDLR constitue un danger pour nous, parce que nous vivons le méfait de ces groupes armés. Et donc, vraiment, je suis très désolé. Pour ça, je pense qu'il faut qu'on fasse attention avec ces gens-là, parce que ça devient du mercenariat. Ça, c'est karma du mercenariat. On veut encore troubler l'ordre par des informations qui ne tiennent pas du bout du tout. Ça, c'est vrai. RFI qui annonce, et le porte-parole du gouvernement Lambert Mende contre-attaque. Alors, M. Samuel Monga, vous, une lecture d'un internationaliste, les médias internationaux seraient manipulés pour déstabiliser la RDC? C'est pratiquement leur point de vue. Écoutez, pour moi, deux choses importent pour le moment. D'abord, sur le plan de la forme, je pense que les FARDC à l'Est ne sont pas en balade. Les FARDC sont en guerre contre les FDLR. Et en temps de guerre, il y a deux joyaux pour une nation. L'opinion nationale et le moral des troupes. Et l'une des choses qui peut saper ces deux paramètres, c'est précisément la désinformation. Et l'on peut comprendre que le gouvernement puisse réagir. C'est important parce que c'est de l'intérêt de la survie et même du futur de notre nation. S'agissant du fond, la guerre menée face au FDLR est une guerre qu'il faut qualifier d'asymétrique. Ce n'est pas un conflit conventionnel, un conflit classique.
c'est FDLR. Et